La guerre se gagne avec des usines, des divisions blindées et des escadrilles de chasse. C'est une affaire de chiffres, de logistique, d'acier. C'est ce que l'histoire officielle nous dit. Mais dans les ombres de la France occupée, dans les jours les plus sombres où l'espoir était une denrée rare, la guerre s'est aussi battue avec autre chose. Avec du courage, de l'ingéniosité, et parfois avec des outils que l'ennemi ne pouvait même pas concevoir. L'ennemi s'attendait à des fusils, des mitrailleuses, des explosifs. Il ne s'attendait pas à ce qu'un simple mécanicien de village, un homme que ses propres compatriotes qualifiaient de fou, de rêveur, puisse changer les règles du jeu. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un fusil de précision militaire, d'une arme conçue dans les bureaux d'études de la Wehrmacht ou des Alliés. Nous allons parler d'un vieux fusil de chasse, une arme de paysan, un outil pour le gibier, pas pour les soldats. C'est l'histoire de la façon dont cet homme, ce mécanicien fou, a regardé cet objet banal et y a vu une légende. C'est l'histoire de la façon dont il l'a démonté, réimaginé et transformé, pièce par pièce, dans le secret de son garage, en une arme qui allait devenir une obsession pour l'occupant. C'est une histoire de revanche. La revanche de l'intelligence sur la force brute. Avant de plonger dans cet atelier rempli de secrets et de dangers, prenez un instant pour soutenir notre travail. Si vous croyez que ces héros de l'ombre méritent d'être célébrés, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un like sur cette vidéo pour nous donner la force de continuer. Et surtout, dites-nous, de quel pays et de quelle ville nous regardez-vous aujourd'hui? Nous adorons lire vos commentaires. Je m'appelle Julien Lemaire. En 1941, dans mon village de Dordogne, Saint-Michel-des-Bois, ce nom ne signifie rien. Ou plutôt si, il signifie quelque chose. Il signifie le fou. Je suis Julien le fou, pas un fou dangereux, non, un fou inoffensif. Le mécanicien fou. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme les autres. Eux, ils sont paysans, boulangers, maçons, ils ont les pieds sur terre. Une terre lourde, boueuse, qui colle aux bottes. Moi, j'ai toujours eu la tête dans les nuages, ou plutôt, dans les engrenages. Mon garage n'est pas un garage, c'est un laboratoire. C'est une caverne d'Ali Baba remplie de pièces métalliques étranges, de ressorts, de tubes de cuivre, de lentilles volées à de vieux télescopes. Je ne répare pas seulement les tracteurs asthmatiques du père Dubois, ou les rares voitures qui ont encore de l'essence. Je crée des choses inutiles, des horloges qui donnent les phases de la lune, des automates qui servent le café, des pièges à lapins si complexes qu'ils attrapent plus de feuilles que de lapins. Avant la guerre, on me regardait avec une tendresse amusée. Ah, ce Julien, quel rêveur! On m'aimait bien, comme on aime l'idiot du village. Mais depuis 1940, depuis que les uniformes gris-vert sont arrivés, le rire est devenu méprisant. Je ne suis plus un rêveur, je suis un inutile, je suis un rejeté. La guerre, elle est là, elle est partout. Elle est dans le silence de la place du village à 18 heures, quand le couvre-feu commence. Elle est dans la farine grise de notre pain. Elle est dans le regard de la commandanture, installée dans la mairie, dont les fenêtres brillent la nuit. Et elle est dans la peur, une peur froide, constante. Les autres, ils résistent ou ils essaient. Le père Dubois cache son cochon. Le boulanger fait disparaître un sac de farine pour le maquis naissant. Et moi? Je suis inutile. Je ne sais pas me battre. Je n'ai jamais tenu une arme, à part le vieux fusil de chasse de mon grand-père, un darne à canon juxtaposé, calibre 12, qui dort dans mon grenier, rouillant paisiblement. Je ne suis pas un homme d'action, je suis un homme de réflexion. Et dans cette France occupée, la réflexion est un luxe que personne ne peut s'offrir. L'action, c'est ce qui compte. Mais l'action est suicidaire. Le premier maquis, un groupe de jeunes communistes et d'anciens soldats, a été formé dans les collines au-dessus de Saint-Michel. Ils sont courageux. Ils sont fous, eux aussi, mais pas de la bonne manière. Ils ont des fusils Lebel de 1914, quelques pistolets. Ils font des coups. Ils font dérailler un train de ravitaillement. Ils tuent 2 sentinelles. Ils sont des héros. Et puis, la réponse arrive. C'est un mardi gris de novembre. La SS arrive, pas la Wehrmacht régulière. La SS, les uniformes noirs, les têtes de mort. Ils ne parlent pas, ils agissent, ils encerclent le village. Ils rassemblent tout le monde sur la place, devant l'église. Le vent est glacial.
J'y suis, avec les autres, mes mains tremblant dans mes poches. Ils sortent 10 hommes. Des otages, le maire, le docteur, le père Dubois, dont le seul crime était ce cochon caché, et le jeune frère de ma voisine, Antoine, qui a 17 ans. Pour chaque Allemand tué, aboie l'Obersturmführer, sa voix métallique résonnant sur la pierre, 10 Français seront fusillés. Les terroristes du maquis ont 2 heures pour se rendre. Sinon, il n'a pas besoin de finir. Nous comprenons. Nous regardons les 10 hommes. Ils ne pleurent pas. Ils sont blancs comme des draps. Le maquis ne se rendra pas. Ils sont déjà loin. Ils ne peuvent pas se rendre. C'est un massacre inutile. C'est une pure brutalité mathématique. Je regarde l'Obersturmführer. Il est impeccable. Ses bottes brillent. Son pistolet, un Luger P08, est dans un étui de cuir parfait. Il est l'ordre. Il est l'acier. Il est la puissance industrielle d'une nation en guerre. Et nous sommes des paysans, des mécaniciens. Nous sommes inutiles. 2 heures passent. Le silence sur la place n'est rompu que par les pleurs étouffés de la mère d'Antoine. L'heure sonne à l'église. L'Obersturmführer regarde sa montre. Il fait un signe. Les soldats mettent les 10 hommes contre le mur du cimetière. Je ferme les yeux. Je ne veux pas voir. Mais je dois. Je dois voir ce que l'acier fait à la chair. Les clics des culasses des Moser 88K. C'est un son sec, professionnel, le son du travail bien fait. Je regarde Antoine. Il tremble si fort qu'il peut à peine tenir debout. Il me regarde. Nos yeux se croisent. Il ne me demande pas de l'aide. Il ne demande rien. Son regard est vide. Il est déjà parti. L'ordre. Feuer. La salve. Un seul bruit déchirant. Les corps ne tombent pas. Ils s'effondrent, comme des marionnettes dont on a coupé les fils. C'est fini. Le silence revient. La SS repart. Ils nous laissent avec nos morts. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je ne pense pas. Je suis vide. Le mécanicien fou a cessé de rêver. Je suis assis dans mon garage à la lueur d'une lampe à pétrole. Le vent siffle à travers les planches mal jointes. J'entends les pleurs de la mère d'Antoine, de l'autre côté de la rue. Ce son. Il me brise. Il brise le verre de mon inaction. La colère. Elle monte. Une colère froide, blanche, une colère d'ingénieur. Ce n'est pas juste une tragédie. C'est un problème. L'ennemi a des Moser, des fusils précis à 800 mètres. L'ennemi a des mitrailleuses, des MG-34, qui crachent 800 coups à la minute. Le maquis a des Lebel de 1914, qui se rechargent coup par coup. L'équation est fausse. C'est de l'acier contre de la chair. C'est du calcul contre de l'émotion. Et l'acier gagne toujours. Le cran, comme disaient nos généraux déchus, ne suffit pas. Le courage du maquis est inutile s'il n'est pas armé. Mais armé avec quoi? Nous n'avons pas d'usine. Nous n'avons pas de ravitaillement. Nous n'avons rien. Je lève les yeux, et je le vois. Dans le coin le plus sombre du garage, là où mon père l'avait laissé, le vieux fusil de chasse de grand-père, le Darne calibre 12, une arme de paysan, une arme pour le petit gibier, une arme rejetée par les soldats, inutile dans une guerre. Vraiment? Une idée folle commence à germer. Une idée si absurde, si mécanique. Et si le problème n'était pas la puissance, mais la peur? Et si je ne pouvais pas tuer l'ennemi, mais que je pouvais le rendre fou? Je me lève. Je prends le fusil. Il est lourd, couvert de poussière. Je souffle dessus. L'acier est encore bon. Je l'ouvre. Le mécanisme est simple, robuste. Un fusil de chasse. Et le mécanicien fou. La légende allait commencer. Je suis resté assis dans le froid de mon garage pendant des heures. Le son des pleurs de la mère d'Antoine avait cessé, remplacé par ce silence lourd. Ce silence de cimetière qui avait envahi le village. Le fusil d'Arne était froid dans mes mains. Un calibre 12. 2 coups. Conçu pour les perdrix, les lièvres. Une arme de sport. L'Obersturmführer SS avait un Luger P08. Un chef-d'œuvre de mécanique. Les soldats avaient des Moser 88K. Précis, rapide à recharger, mortel à 800 mètres. Le clic-clac de leurs culasses, ce son sec, professionnel, résonnait dans ma tête. C'était le son de l'efficacité industrielle. C'était le son de la mort propre, mathématique. 10 pour 1. Eux, ils avaient des machines conçues pour la guerre. Le maquis avait des Lebel,
des armes de 1914. L'équation était déséquilibrée. La colère qui m'avait saisi n'était pas la colère rouge du soldat, c'était la colère froide, blanche, de l'ingénieur. C'était la rage de voir un problème si mal résolu. Le maquis pensait qu'il fallait se battre, acier contre acier. Ils avaient tort. Ils allaient perdre. Ils allaient faire tuer d'autres Antoine. Tu ne peux pas les battre sur leur terrain, Julien, me suis-je murmuré. Tu n'as pas d'usine, tu n'as pas d'acier, tu n'as pas de calcul. L'idée m'a frappé comme un coup de poing. Et si ce n'était pas le calcul qu'il fallait? Et si c'était le chaos? L'ennemi est une machine d'ordre. L'Obersturmführer, ses bottes, son uniforme, la cadence de ses tirs, tout était ordonné. Et les machines détestent ce qu'elles ne peuvent pas calculer. Elles détestent le fou, le mécanicien fou. J'ai regardé le Darn. 2 coups, c'est ça le problème. Ce n'est pas la cartouche, c'est le nombre de coups. 2, c'est pathétique. Il me fallait plus. Je ne pouvais pas fabriquer une mitrailleuse. Je n'avais ni les outils, ni le savoir-faire. Je ne savais que réparer, que transformer. Je ne savais qu'assembler des pièces qui n'étaient pas faites pour aller ensemble. C'est ça, être un mécanicien fou. J'ai posé le Darn. J'ai attendu la nuit. La vraie nuit, celle sans lune, à 3 heures du matin. J'ai pris ma pince, monseigneur. Je suis devenu un fantôme. Je suis allé à la maison du maire, celle où il ne rentrerait jamais. Les Allemands avaient mis des scellés, mais ils ne s'attendaient pas à un voleur. J'ai forcé la porte de sa remise. Il était chasseur. Il avait 2 fusils, un robuste de Manu France et un vieux simplex. J'ai pris les 2. Je suis allé chez le docteur qui avait soigné ma jambe cassée quand j'étais enfant. Sa maison était vide. Sa femme était partie chez sa sœur. J'ai pris son fusil, un idéal de Manu France, une belle pièce. J'ai fait 4 maisons cette nuit-là. Les maisons des morts, les maisons des otages. J'ai volé les fusils des morts pour venger les morts. Quand je suis rentré dans mon garage, l'aube pointait à peine. J'avais 5 fusils de chasse calibre 12 sur mon établi. Le mien et les 4 autres, 10 canons. J'ai regardé mon trésor macabre. J'ai souri. C'était la première fois que je souriais depuis des mois. Maintenant, ai-je dit au silence, on va devenir fou. J'ai passé les 3 semaines suivantes enfermé. Le village pensait que j'étais devenu vraiment fou, que le massacre m'avait brisé. Ils avaient raison. Mais j'étais brisé dans le bon sens. Je ne sortais que la nuit, pour chercher de la nourriture dans mon propre jardin. Je travaillais. Mon garage est devenu une forge de l'enfer. J'ai d'abord construit le châssis. J'ai utilisé le bâti d'une vieille faucheuse que le père Dubois, paix à son âme, m'avait laissé pour pièce. C'était lourd, en fonte, stable. J'ai soudé. L'arc électrique crépitait dans la nuit, un secret bruyant que je devais étouffer sous des couvertures. J'ai aligné les 5 fusils, côte à côte, comme les tuyaux d'un orgue. L'orgue de Saint-Michel. L'idée m'a plu. J'ai fixé les crosses et les canons avec des colliers de serrage en métal que j'ai fabriqués moi-même, des colliers de plomberie renforcés. La machine était laide. Elle était grotesque. Elle était un monstre de bois et de métal, un assemblage contre nature. Elle était parfaite. Mais le défi était la mise à feu. 10 canons, 5 fusils, 10 gâchettes, 2 par fusil pour les canons juxtaposés. Je ne pouvais pas appuyer sur 10 gâchettes. J'avais besoin d'une seule commande. C'est là que le mécanicien a pris le dessus sur le fou. J'ai démonté le système de tringlerie de direction d'une vieille Citroën C4 abandonnée. Des barres de métal, des rotules, des leviers. J'ai passé une semaine, dormant à peine, mesurant, coupant, ajustant, soudant. J'ai créé un système de levier complexe, un piano de la mort. J'ai relié chaque gâchette à une tige principale. Et cette tige principale était reliée à un unique, grand levier en acier que j'avais forgé moi-même. En théorie, si je tirais ce levier vers moi, les 10 tiges bougeraient en parfaite synchronisation et les 10 gâchettes seraient pressées exactement en même temps. Une salve de 10 canons. Le rechargement était un cauchemar, bien sûr. Il fallait ouvrir chaque fusil manuellement, insérer 10 nouvelles cartouches, refermer. C'était lent. Mais je ne concevais pas une arme pour une bataille rangée. Je concevais une arme pour un seul moment. Pour une embuscade. Pour une punition. Puis, la munition. Le plomb à oiseau. Inutile. J'ai pris les cartouches que j'avais. J'ai ouvert le sertissage en étoile. J'ai vidé le petit plomb.
J'ai gardé la poudre et la bourre. Et j'ai rempli. Mon garage était une mine d'or. J'ai rempli les cartouches avec des roulements à billes de vélo que je réparais. J'ai rempli les cartouches avec des clous de couvreur, coupés en petits morceaux d'1 centimètre. J'ai rempli les cartouches avec les éclats de verre d'une fenêtre cassée. Et puis, j'ai eu ma meilleure idée. J'ai pris un vieux bloc moteur de tracteur, en fonte. J'ai pris une masse. J'ai passé une journée entière à le fracasser en morceaux. J'ai ramassé les éclats. Des éclats de fonte fragiles, aux arêtes vives comme des rasoirs. J'ai créé la cartouche du fou, la cartouche hérisson. Et pour couronner le tout, j'ai pris du phosphore rouge que j'utilisais pour mes allumettes chimiques, et j'en ai mélangé un peu à la poudre de certaines cartouches. Je n'étais pas sûr de ce que ça ferait. Peut-être rien. Ou peut-être du feu. Le 1er décembre 1941, l'orgue était prêt. Il trônait au milieu de mon garage, pointé vers la porte. Une bête laide, difforme, mais qui respirait la mort. Je l'ai caressé. C'était ma réponse à l'Obersturmführer. C'était ma réponse au clic-clac de son Moser. J'avais créé le son « boum ». Le mécanicien fou avait enfin trouvé un problème à sa taille. Il m'a fallu une semaine pour trouver le courage. Et l'opportunité. Ma machine n'était pas mobile. Le châssis de la faucheuse pesait plus de 100 kilos, sans compter les fusils. C'était une arme de forteresse. Mon garage était ma forteresse. Mais je ne pouvais pas attendre que l'ennemi vienne frapper à ma porte. Je devais les attirer. Je devais créer le moment. Je devais devenir un chasseur. Le mécanicien fou devait aussi devenir un stratège fou. J'ai étudié. J'ai cessé d'être Julien Lemaire, l'homme brisé. Je suis devenu une ombre. Je n'ai pas rejoint le maquis. Je suis devenu mon propre maquis. Une armée d'un seul homme. J'ai observé la commandanture. J'ai noté les patrouilles. J'ai compris leur routine. L'arrogance allemande était ma meilleure alliée. Ils étaient si prévisibles, si ordonnés. Toujours 2 soldats, à pied, à 21h précises, descendant la rue principale, passant devant l'église, passant devant mon garage, pour aller vérifier le couvre-feu. Ils passaient à moins de 10 mètres de ma porte. Ils ne me regardèrent même pas. Mon garage était le repère du fou, inoffensif, rejeté. Et puis, il y avait la voiture de l'Obersturmführer, le boucher qui avait tué Antoine. Une magnifique Porsche 830 noire, un cabriolet militaire. Il adorait la vitesse. Chaque jeudi, à 17h, il quittait le village pour se rendre au quartier général régional à Périgueux. Il prenait la route qui sortait de Saint-Michel, celle qui passait par le vieux pont de pierre. Le pont était étroit. Il devait ralentir. C'était ça. C'était le où. Le quand était le jeudi. Le comment, c'était mon orgue. Mais comment déplacer un orgue de 100 kilos, je ne pouvais pas. Mon garage était trop loin du pont. Mais mon garage n'était pas trop loin de la rue de la Patrouille. Je ne pouvais pas avoir l'Obersturmführer. Du moins, pas encore. Mais je pouvais avoir ses hommes. Je pouvais briser son ordre. Je pouvais leur apprendre la peur. Je pouvais transformer leur marche arrogante en un cauchemar. Je me suis préparé. J'ai chargé les 10 canons. 5 cartouches remplies de roulements à billes. 3 cartouches remplies d'éclats de fonte. Et 2 cartouches, celles aux extrémités, remplies de clous de couvreur et de phosphore rouge. Je les ai chargées avec un soin religieux. C'était une prière mécanique. Le soir du 8 décembre 1941. Une nuit glaciale. Pas de lune. Le vent hurlait, couvrant les petits bruits. C'était parfait. J'étais dans mon garage. Je n'avais pas allumé ma lampe à pétrole. J'étais dans le noir absolu. J'avais ouvert les 2 grands battants de ma porte en bois, juste assez pour créer une fente de 20 cm. Assez pour que mes 10 canons puissent voir la rue. L'orgue était en position, pointé vers le point exact où la patrouille passait. J'avais calculé l'angle. J'avais mis des cales sous les roues de la faucheuse. J'attendais. Mon cœur. Je ne l'entendais pas battre. Je crois qu'il s'était arrêté. Je n'étais pas un soldat. J'étais un mécanicien. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient calmes. C'était un travail de précision. J'étais en sueur, malgré le froid. 20h58. Je les ai entendus avant de les voir. Le son des bottes cloutées sur les pavés. Tac, tac, tac. Le son de l'ordre. Le son de l'arrogance. Le son du Moser 98K de l'Obersturmführer. Ils sont apparus dans la fente de ma porte. 2 silhouettes grises,
sombres. Leurs casques d'acier reflétaient faiblement la lumière d'une fenêtre lointaine. Ils marchaient au milieu de la rue, ils parlaient, ils riaient, ils se sentaient chez eux, ils se sentaient en sécurité. Mon village était pacifié. J'ai pris ma main. Je l'ai posée sur le grand levier de mise à feu. Le métal était si froid qu'il m'a brûlé. Ils étaient à 20 mètres, 15, 10. C'était le moment. Ils étaient parfaitement alignés. Ils remplissaient ma ligne de mire. L'angle de dispersion des fusils de chasse couvrirait toute la largeur de la rue. Je n'ai pas pensé à Antoine. Je n'ai pas pensé à la vengeance. J'ai pensé à la mécanique. J'ai pensé à mon levier, à mes tringleries de Citroën. « Fonctionne !» ai-je murmuré. Et j'ai tiré. Le bruit. Mon Dieu, le bruit. Ce ne fut pas un boom. Ce ne fut pas 10 booms. Ce fut un seul son apocalyptique. Un râ assourdissant. Un tonnerre qui a fait trembler les murs de mon garage. La force de recul était si violente que l'orgue de 100 kilos a reculé d'1 mètre, arrachant les cales. La fumée a rempli le garage instantanément, une fumée âcre de poudre noire et de phosphore. J'ai été aveuglé, assourdi. Et puis, le silence. Un silence plus terrible encore. J'ai regardé par la fente. La rue était vide. Il n'y avait plus de silhouette. Il n'y avait plus de rire. Il y avait quelque chose par terre. Quelque chose qui brûlait. Les 2 cartouches au phosphore. Les clous de couvreur avaient non seulement frappé, mais ils avaient mis le feu. Les 2 soldats gisaient au sol, leurs uniformes en feu, des petites flammes bleues et jaunes dansant sur eux. L'un ne bougeait plus du tout, l'autre criait, un cri aigu, inhumain, un cri d'animal, un cri qui n'avait rien à voir avec le silence digne des otages, un cri de peur. J'ai refermé ma porte, j'ai verrouillé. Je me suis assis contre le mur, mon cœur battant si fort qu'il menaçait de briser ma poitrine. J'ai vomi. Le mécanicien fou venait de commettre un meurtre. Non, j'avais fait un test, et le test était concluant. Les cris dehors ont cessé, puis d'autres cris, des cris en allemand, des hurlements, des bottes qui courent. La commandanture s'était réveillée. J'ai entendu des tirs de mitraillettes. Ils tiraient dans l'ombre. Ils tiraient sur rien. Ils tiraient parce qu'ils avaient peur. J'ai commencé à recharger. Lentement. Mes mains tremblaient maintenant. Pas de peur, d'excitation. Il fallait recharger les 10 canons, un par un, dans le noir, à l'odeur. Ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles, dehors, c'était le chaos. Ils ne comprenaient pas. Ils cherchaient le maquis. Ils cherchaient une mitrailleuse. Mais ce son, ce R.A., ce n'était pas une mitrailleuse. Ce n'était rien qu'ils connaissaient. J'ai entendu la Horch de l'Obersturmführer démarrer en trombe. Il est arrivé sur la place. J'ai entendu sa voix, hurlante, paniquée. J'ai entendu le mot « granate » ? Grenade ? Non, mon cher, pas une grenade. Un fusil de chasse, l'arme du fou. La légende était née. Le lendemain matin, le village de Saint-Michel-des-Bois n'était plus un village. C'était une prison à ciel ouvert. La SS avait fait venir des renforts de Périgueux. Des camions Opel Blitz remplis de soldats gris-verts encerclaient la place. Personne n'avait le droit de sortir de chez soi. J'observais, caché derrière le rideau de mon grenier, ma folie me servant de protection. Personne ne viendrait déranger le fou en premier. Je regardais la scène de mon crime. Ce n'était plus une rue. C'était un abattoir. Les Allemands étaient là, leur visage dur et pâle sous leur casque. Ils ne comprenaient pas. C'était magnifique. Ils étaient des hommes de science, des hommes d'industrie. Ils cherchaient des douilles de 7, 92 mm. Ils cherchaient des éclats de grenades, un cratère. Et ils ne trouvaient rien. J'ai vu l'Obersturmführer, le même, le boucher d'Antoine, s'agenouiller. Il a enlevé son gant de cuir noir. Il a ramassé quelque chose au sol. Je savais ce que c'était. C'était un roulement à billes de vélo. Je l'ai vu le regarder, le tourner entre ses doigts. J'ai vu son visage passer de la colère à l'incrédulité la plus totale. Un roulement à billes, puis il a vu les impacts. Les murs de la boulangerie d'en face étaient déchiquetés. Ce n'étaient pas des trous de balles, nets et ronds, c'était une variole, des centaines de petits cratères, des estafilades. Et sur le sol, les restes des clous de couvreur, et cette étrange poudre noire laissée par le phosphore. Mais le pire, c'était les corps. Ils les avaient recouverts de bâches,
Mais je les avais vus être emportés. Ils n'étaient pas morts. Ils étaient détruits. L'un d'eux n'avait plus de visage. L'autre avait été presque coupé en deux par les éclats de fonte. Un fusil de chasse? Non. Impossible. La dispersion était trop large, la puissance trop dévastatrice. Une mitrailleuse? Non. Le son. Ce apocalyptique. Les villageois, interrogés un par un, ne pouvaient dire qu'une chose, leurs yeux écarquillés par une terreur qui, pour une fois, n'était pas feinte. C'était le tonnerre. C'était le jugement de Dieu. La rumeur a commencé là. Ce n'était pas le maquis. C'était l'orgue du diable. Une nouvelle légende était née. Une légende qui faisait de l'Obersturmführer un imbécile. Il avait été attaqué, en plein village pacifié, par une arme inconnue, une arme de fantôme. Son arrogance était en lambeaux. Et puis, ils sont venus chez moi. Je les attendais. J'avais passé les heures d'agonie entre 3h et 6h du matin à effacer mes traces. L'orgue avait été démonté. Pas détruit, démonté. Les 5 fusils de chasse étaient redevenus 5 fusils de chasse, nettoyés, huilés, et cachés sous le plancher de la porcherie, avec les restes des cartouches hérissons. Le châssis de la faucheuse était redevenu un tas de ferraille. Les tringleries de Citroën étaient redevenues des pièces détachées. Mon garage était redevenu le repère du fou. J'étais là, assis à mon établi, quand ils ont défoncé la porte. Boum! La porte a volé en éclats. C'était lui, l'Obersturmführer. Avec 4 de ses hommes, les mitraillettes MP40 pointées sur moi. J'ai levé les yeux. J'ai fait semblant d'être terrifié, ce qui n'était pas difficile. Je me suis recroquevillé. Ils ont hurlé. « Ross, debout !» Ils m'ont jeté au sol. Ils ont commencé à fouiller. Mais que cherchaient-ils? Ils ne le savaient même pas. Ils ont retourné mon garage. Ils ont donné des coups de pied dans mes inventions inutiles. L'horloge lunaire s'est écrasée contre le mur. « Was ist das? Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurlait un soldat. C'était du chaos, mon chaos. Mais c'était un chaos inoffensif. C'était le chaos d'un fou, pas d'un soldat. L'Obersturmführer s'est approché de moi. Je tremblais, à genoux sur le sol froid. Il a pointé son Luger sur mon front. J'ai senti le métal froid contre ma peau. J'ai senti l'odeur de l'huile de l'arme. « Qu'as-tu entendu cette nuit, le fou ?» m'a-t-il demandé en français. Sa voix était un sifflement. J'ai levé les yeux. J'ai laissé un filet de bave couler de ma bouche. J'ai fait ce que je faisais de mieux. J'ai joué le rejeté. Le tonnerre, ai-je bégayé. Le tonnerre a fait peur aux oiseaux. Je montrai du doigt un oiseau automate en fer blanc sur lequel je travaillais. Il m'a regardé. Une longue seconde. Son regard était rempli de haine et de dégoût. Il m'a frappé. Un coup de crosse de pistolet sur la joue. La douleur a explosé. Je suis tombé. Il a craché par terre. Un idiot, a-t-il dit à ses hommes. Juste un idiot. Il m'avait rejeté. Encore. Mon inutilité était mon meilleur blindage. Ils sont partis. Ils ont laissé mon garage en ruine, mais ils n'avaient rien trouvé. J'étais en sécurité. J'étais le fou, l'idiot du village. J'étais invisible. Mais je savais que cette invisibilité ne durerait pas. Mon garage n'était plus sûr. Et l'orgue était trop lourd. Il avait servi son but. La vengeance, le chaos. Mais il n'était pas une arme de guerre. C'était une arme de terreur. Je devais maintenant devenir un vrai armurier. L'armurier de l'ombre. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne serai plus seul. J'ai pris un seul des fusils de chasse du docteur. J'ai pris une boîte de mes cartouches hérissons. Et j'ai quitté le village. J'ai marché vers les collines. J'ai marché vers le maquis. J'ai trouvé leur campement, une grotte humide et froide. Ils m'ont accueilli avec méfiance. Le fou du village? Qu'est-ce qu'il faisait là? Je n'ai pas parlé. J'ai posé le fusil et la cartouche devant leur chef, un ancien capitaine de l'armée. Un homme dur. Qu'est-ce que c'est que ça, Julien? Hier soir, ai-je dit, à Saint-Michel, le tonnerre. C'était moi. Ils m'ont regardé, incrédule. J'ai ouvert la cartouche. Je leur ai montré les éclats de fonte. Ils ont des Mauser, ai-je dit. Nous avons ça. Ils ont l'acier. Nous avons l'ingéniosité. Ils ont l'ordre. Nous avons la folie. Je ne peux pas vous donner des fusils. Je ne peux pas vous donner du courage. Mais je peux vous donner la peur. Je peux vous apprendre à transformer ça. Je montrai le fusil de chasse. En légende, le mécanicien fou n'était plus seul. Il avait trouvé son armée.
Et l'enfer n'avait fait que commencer. Les collines de Dordogne sont devenues mon nouvel atelier. Un atelier froid, humide, éclairé par des feux de bois étouffés. Mais c'était le plus beau laboratoire du monde. Parce que j'avais enfin ce qui m'avait toujours manqué. Une équipe. Le maquis était composé d'hommes désespérés, des anciens soldats de 1940, des communistes, des jeunes qui fuyaient le service du travail obligatoire, STO. Ils avaient le cran, ils avaient la colère, mais ils n'avaient pas les moyens. Ils m'ont regardé, moi, le fou du village, avec mes lunettes cassées et mes mains pleines de cambouis, comme un oiseau étrange. Mais quand je leur ai appris, quand je leur ai montré, j'ai transformé la résistance. Nous n'avions pas de mitrailleuse, qu'à cela ne tienne. J'ai recréé l'orgue. Pas un seul, mais 3, des versions plus petites, plus mobiles. 3 fusils de chasse calibre 12 montés sur un simple trépied en bois, avec un système de mise à feu unique que j'ai conçu à partir de câbles de frein de vélo. C'était l'orgue de poche, une arme que 2 hommes pouvaient transporter à travers les bois. Et nous avons commencé la chasse, mais pas la chasse aux soldats, la chasse aux véhicules, la chasse à l'ordre. J'ai expliqué ma philosophie au capitaine du maquis. Nous ne pouvons pas gagner une bataille rangée. Jamais. Nous devons gagner la bataille de la tête. Nous devons les rendre fous. Nous avons commencé à frapper les convois de ravitaillement, un orgue de poche, caché à un tournant de la route. Nous n'avions pas besoin de percer le blindage. Nous n'avions pas de Panzerfaust. Nous avions mes cartouches Hérisson. Nous visons les roues. Nous visions les radiateurs. Une seule salve de 3 fusils chargés d'éclats de fonte et de roulements à billes. Et le camion de tête était pulvérisé. Les pneus éclataient, le radiateur explosait dans un nuage de vapeur, le pare-brise volait en éclats, aveuglant le conducteur. Le convoi s'arrêtait. Le chaos. C'est alors que le reste du maquis, armé de ses vieux Lebel, ouvrait le feu. C'était une tactique de paralysie. Mon orgue n'était pas l'arme principale. C'était le scalpel qui ouvrait la plaie. La légende a grandi. Les Allemands sont devenus fous. L'Obersturmführer de Saint-Michel, l'homme du massacre, est devenu obsédé. C'était sa juridiction. Et dans sa juridiction, il y avait un fantôme. Un fantôme qui utilisait une arme inconnue. Les rapports qu'il envoyait à Périgueux étaient, j'en suis sûr, ridiculisés. Arme inconnue, tirs multiples simultanés, projectiles non identifiés, roulements à billes, éclats de fonte. Ça n'avait aucun sens. Pour l'état-major allemand, c'était soit une nouvelle mitrailleuse lourde des Alliés, ce qui était impossible, nous étions coupés de tout, soit de la folie. Ils ont commencé à parler de l'arme du diable. Les soldats ont commencé à avoir peur. Ils avaient peur de ces routes de campagne tranquilles. Ils avaient peur du silence. Chaque fusil de chasse qu'ils voyaient dans une ferme devenait un objet de terreur. L'arme du paysan, l'arme rejetée, était devenue un symbole. Et j'étais le grand prêtre de ce nouveau culte. Je ne fabriquais pas seulement des armes, je fabriquais des munitions. J'ai appris aux femmes des fermes à dessertir les cartouches de chasse, à remplacer le plomb par des clous, par du verre pilé. C'est devenu une industrie de l'ombre. Puis, le jour de la vengeance est arrivé. Mon jour, l'Obersturmführer. Je le savais. Je savais qu'il prendrait cette route, ce jeudi. Mais cette fois, je n'étais pas seul dans mon garage. J'étais avec 10 hommes du maquis, sur la colline qui surplombait le vieux pont de pierre. Et je n'avais pas l'orgue de poche. J'avais reconstruit le grand, l'original, l'orgue de Saint-Michel, le châssis de faucheuse, les 5 fusils, les 10 canons. Nous l'avions transporté en pièces pendant 3 nuits et remonté dans un nid de rochers à 50 mètres en surplomb du pont. C'était la position de tir parfaite. Nous avons attendu 2 heures, le silence des bois, et puis nous l'avons entendu. La Horch 830. Elle arrivait vite. Elle est apparue au coin de la route. Elle a ralenti, comme prévu, pour s'engager sur le pont étroit. L'Obersturmführer était à côté du chauffeur. Impeccable, arrogant. Il était piégé. J'ai posé ma main sur le levier. J'ai regardé le capitaine. Il a hoché la tête. Maintenant, Julien. J'ai tiré. Le RRAA a fait écho dans la vallée comme le cri d'un dieu en colère. Les 10 cartouches Hérisson, chargées d'éclats de fonte, ont frappé la voiture de plein fouet. Ce ne fut pas une attaque. Ce fut une désintégration. Le pare-brise a disparu.
Le chauffeur a été décapité instantanément. Les pneus ont explosé. Le moteur a pris feu. Mais le plus beau, c'était l'Obersturmführer. Les éclats l'ont frappé en pleine poitrine. Son uniforme impeccable a été déchiqueté. Il n'a pas crié. Il a été projeté hors de la voiture, comme une marionnette désarticulée. Et il est tombé dans le ravin sous le pont. J'ai regardé le métal fumant de la Horch. J'ai regardé le vide où l'homme avait disparu. J'ai pensé à Antoine. J'ai pensé aux otages. J'ai pensé à mon garage profané. Et je n'ai rien ressenti. Pas de joie. Pas de haine. Juste l'équilibre. Le mécanicien fou avait résolu son équation. La guerre a continué. Le maquis est devenu plus fort. Et le fusil de chasse est devenu notre signature. Quand les parachutistes du SAS anglais ont été largués pour nous aider avant le débarquement, ils nous ont apporté des stents, des explosifs. Ils ont vu nos orgues de poche. Ils ont ri. Qu'est-ce que c'est que ce bricolage de plomberie? Le capitaine a souri. Il en a pointé un vers un arbre mort. Il a tiré. L'arbre a presque disparu dans un nuage d'échardes. L'officier SAS a cessé de rire. Il a ramassé une de mes cartouches, hérisson. Il l'a pesée dans sa main. Bloody hell, a-t-il murmuré. C'est absolument diabolique. J'en veux 6. Mon idée folle, mon arme de paysan, était devenue une légende. Après la libération, je suis retourné à mon garage. J'ai tout nettoyé. J'ai rangé mes outils. Je suis redevenu Julien le fou, le rêveur, l'inoffensif. Personne n'a jamais su que l'arme la plus crainte de la région, l'orgue du diable, était née dans la tête du rejeté du village. Mais parfois, encore aujourd'hui, quand je vois un vieux fusil de chasse, je souris, parce que je sais que ce n'est pas l'acier qui gagne les guerres. C'est l'imagination.